D'être assez synthétique. Je vais essayer de parler pas trop vite aussi, mais j'aurais tellement de choses à dire et à partager. Métamorphose de notre société, c'est un terme que j'utilise depuis longtemps. Dans l'introduction de cette soirée, ceux qui disparaissent, ceux qui se transforment, ceux qui pourraient advenir. Donc on est bien dans cette idée de métamorphose, hein. L'idée de la chenille qui rentre dans le cocon et qui sort papillon, quoi. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe dans le cocon. En tous les cas, entre chenille et papillon, ce n'est pas tout à fait pareil. D'où cette notion de métamorphose et que j'applique depuis déjà, ça fait une quinzaine d'années que j'essaye de penser ce qui nous arrive. Oui, de vivre et de penser ce qui nous arrive. Je pense que j'ai essayé dans ma vie active, on va dire, à la fois de faire et de penser l'un avec l'autre. Or, ces derniers temps, j'ai peut-être pensé un peu plus, quoique. Et donc, je vous propose un voyage, un cheminement, qui est le mien. Donc, je fais des conférences, j'ai écrit quelques livres, je me nourris de beaucoup de pensées. Il y a la richesse en ce moment. Peut-être que aussi, j'ai élargi mon champ, hein, mais il y a des belles personnes, il y a des belles choses qui arrivent. Pour essayer de penser à la complexité du monde, les contradictions du monde. C'est un peu le brouillard quand même, hein, sincèrement. Et ça ne semble pas trop s'améliorer au niveau sociétal et aussi dans nos vies personnelles et entrepreneuriales. Donc c'est aussi ce coinçage-là qui m'a mis en mouvement il y a quelques années, parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Je ne vais pas prendre le temps de trop raconter mon histoire. Néanmoins, moi, j'ai eu une casquette sur ma tête d'ingénieur des ponts et chaussées, que j'ai déposée depuis, et j'ai vu de l'intérieur même du fameux corps des ponts et chaussées comme un effondrement intellectuel. Je vais dire les choses un peu trop brutalement, un peu trop caricaturalement, mais le temps est court, hein. Il faut mettre des nuances dans tout ça. Donc vous en mettrez, vous me ferez sans doute peut-être des remarques, mais donc mettez des nuances. Mais moi, d'abord, c'est un peu mon tempérament d'être un peu provocateur. Ma famille le sait bien, mais c'est aussi un peu une figure de style pour nous aider aussi à bouger, quoi. Enfin, en tous les cas, moi, je suis comme ça. Donc effectivement, de l'intérieur même de cette institution centrale de la modernité occidentale, corps des ponts et chaussées, je l'ai vu de l'intérieur même s'affaiblir, s'affadir et perdre le sens. Je vais dire des choses un peu. Et je pense qu'aujourd'hui, il est perdu. Notre Premier ministre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, est intelligent des ponts et chaussées. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Voilà, je dis ça. Mais ça pose une question sur les questions de métamorphose. Les gens des ponts ne sont pas faits pour penser de la métamorphose. Ils sont faits pour penser autre chose. Ça a été super bien. Mais il faut peut-être changer. D'où cette idée-là. Donc je vais vous emmener dans un voyage, notamment un voyage dans l'espace et aussi dans le temps, parce que pour pouvoir essayer d'apercevoir ce qui pourrait bien arriver, ou ce qui est en train d'arriver, il faut aussi regarder un peu d'où on vient, d'où nous venons, depuis longtemps. Parce que je pense, avec beaucoup d'autres aujourd'hui, hein, qu'on est dans un moment de transformation qui n'arrive pas tout le temps. J'appelle ça un changement de civilisation, un changement de société profond, un changement de paradigme, comme l'on dit, et que c'est cette notion-là de civilisation, de société, de culture qui m'anime d'essayer de comprendre ça, parce que je trouve ça trop beau, ce que les humains inventent depuis des millénaires, des cultures, des civilisations. Et vous le savez, il n'y en a pas une qui est la bonne pour tout le monde. Elles se sont succédées dans le temps, dans l'espace. Elles sont toutes, de mon point de vue, magnifiques d'invention, de créativité humaine, hein, de cohérence. Mais à un moment donné, ça prend l'eau. Voilà. Ça dure plusieurs siècles. Et puis, à un moment donné, ça prend l'eau. Il y a des choses qui viennent de l'extérieur, de l'intérieur. Et voilà, ça n'a plus de jus, ça n'a plus d'énergie, alors que ça en avait. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser quand ça en avait, comme c'était intéressant, mais aussi qu'est-ce qui, à un moment donné, s'effiloche, s'épuise. Et ça ne se passe pas bien, souvent, à ce moment-là, et pendant un certain temps. Voilà. Et il me semble qu'on est dans un tel passage d'une civilisation qui s'épuise, qui a donné énormément de bonnes choses, mais qui n'a plus de jus, qui n'a plus d'enthousiasme, et donc dont il faut faire le deuil aussi sereinement que possible. Et ça, c'est difficile. Surtout alors, quand on a des cheveux blancs, c'est peut-être plus difficile que quand on en a peu, d'une part. Ceci dit, nos jeunes sont quand même assez éco-angoissés, comme on dit aujourd'hui, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc il faut faire le deuil. Et puis, on ne peut pas faire le deuil si on ne voit pas apparaître quelque chose de neuf.
C'est pas possible. Et d'ailleurs, il ne faut pas le faire, parce que là, vous vous effondrez vraiment existentiellement. Nous, les humains, on est des êtres pas tout à fait finis quand même. Hein. On a des failles ontologiques, comme on dit en nous. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on se fabrique des cultures, pour se donner des raisons d'être là, entre nous. Et qu'à un moment donné, collectivement, il y en a, voilà, il y a du fond commun qui arrive. Il y a une philosophie commune, il y a un rapport au réel qui devient à peu près commun. Et ça fait une civilisation. Mais quand ça ne tient plus, si on n'en retrouve pas une comme ça, ça ne se passe pas bien et pour soi et a fortiori pour la société. Et c'est à ce moment-là que la violence monte. Et il me semble que c'est une façon d'interpréter ce qui se passe. La violence monte parce que des institutions qui tenaient à peu près bien la route, comme le Corps des ponts et chaussées et des tas d'autres, ils ne savent plus trop ce qu'ils ont à faire. Et donc, ils ne prennent pas forcément les bonnes décisions parce qu'ils sont perdus, voilà, tout simplement. Et par rapport aux événements qui surgissent dans le réel. Donc voilà un peu mon travail depuis un certain temps. Et moi, en tout cas pour moi-même, j'ai retrouvé quelques repères, quelques signes, quelques lumières, et puis des personnes qui apparemment ont un peu basculé, comme on dit aujourd'hui, déserté, disent des jeunes aujourd'hui pour une part, et trouvé des nouveaux paysages, et s'y trouvent plutôt bien. Et moi, en allant dans ce côté-là, mais c'est pas mal. Mais pour ça, il faut effectivement changer assez profondément à la fois la pensée, la vie, les relations, bref, une philosophie de fond. Alors, ces derniers, je vais vous partager deux concepts, on va dire comme ça, pendant ces quelques moments. Un qui est vraiment récent, c'est le dernier petit livre qui est orange, là, qui s'appelle « Comprendre la nouvelle dynamique de l'humanité ». Vous voyez, je n'ai pas peur. Comprendre en tous les cas. En fait, le titre est dans le sous-titre, mais l'éditeur m'a dit le sous-titre, ça ne marche pas, vous faire un titre. Je ne sais pas si le titre marchait d'ailleurs. Naissance d'un récit, la matrice des civilisations. Naissance d'un récit. Donc, une société, une civilisation, c'est beaucoup de gens, hein, sur un territoire assez grand au niveau du monde. Et nous racontons des histoires pour tenir ensemble. Nos imaginaires sont nécessaires. Nous les humains, nous sommes des êtres fabulateurs. Nous devons nous raconter des histoires pour dire mais qu'est-ce qu'on fait là? D'où on vient? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça s'appelle un récit, un grand récit. Et puis dans la fin des années 80-90, il y a des philosophes qui ont dit c'est la fin des grands récits. Ben oui, c'est la fin du grand récit de la modernité technique. Oui, ça marche plus très bien, quoi. Et si on ne retrouve pas un récit collectif, j'entends, hein, auquel on adhère à peu près, en tous les cas pratiquement tous, eh ben, on n'est pas bien. Hein. Et donc, la naissance d'un récit, c'est, oui, est-ce qu'il est en train d'apparaître? Alors, sur la planète entière désormais, on pourrait y revenir aussi, hein, puisque la planète est devenue un village, est-ce qu'il est en train d'apparaître un nouveau récit, une façon de se raconter ce qui se passe, le monde? En voir un. En tout cas, je vous partage avec d'autres qui le font aussi. C'est pas sûr que ça se passe, hein. L'avenir n'est pas écrit. Hein. Il est en train de se tisser. Et si nous y croyons, si nous le développons, ça va venir plus vite et ce gap entre l'effondrement d'une situation et la naissance d'une nouvelle sera plus court et les difficultés qui viennent devant nous seront sans doute plus courtes. Parce que je pense que les temps qui viennent, en tous les cas dans les quelques années qui viennent et un peu plus, ça va être assez difficile. Et donc si on veut raccourcir ce temps-là et déjà et après c'est qu'est-ce que je fais effectivement, hein, ben, si moi je contribue à cette naissance d'une nouvelle façon de faire et de vivre ensemble, j'ai quand même plus la joie, quoi. En tous les cas, c'est mon expérience avec, je pense, celle aussi de votre association, parce que c'est... Voilà. Donc trouver le souffle, non seulement dans les personnes, mais aussi sociétal, c'est ça un peu qui m'anime. C'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de monde sur le développement personnel, c'est ce que vous portez, retrouver un sens pour sa propre vie singulière, hein, personnelle, professionnelle. Vous pouvez vous appeler nouveau souffle pro-perso, parce que ça, maintenant, dans les temps qui viendront, il faut que ça tienne ensemble, aligné comme on dit. Donc ça, c'est pour les personnes. Au niveau des entreprises, des organisations, du management, il y a aussi beaucoup de choses qui sont bonnes qui arrivent. Bon. Il y a moins de monde au niveau sociétal. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc moi, ma fine pointe, si je puis dire, je m'intéresse bien sûr à la fois aux personnes, aux communautés entrepreneuriales, mais aussi beaucoup à la société, ou plutôt ce que j'appelle une civilisation. C'est ça que je veux vous proposer ce soir. Il semble que ce titre vous a un peu intéressé les uns les autres, parce qu'effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de monde sur ce créneau-là. En plus, ça demande un débat. Hein.
Donc je vais vous présenter donc, la matrice des civilisations dans un premier temps, et puis ensuite les valeurs émergentes, qui était le concept sur lequel je travaillais davantage avant, mais qui sont toujours très vivantes, au contraire, qui rentrent bien dans ce cadre-là. Donc voilà. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous n'allez pas voir grand-chose. J'ai des papiers, alors j'hésite de vous les donner parce que vous allez regarder dessus après. Non, vous n'allez pas voir. Bon, comme ça c'est réglé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc l'association, elle a mis sur ce document donc la fameuse matrice qui est le cœur du petit bouquin orange, comme je vous disais. Donc, je vous la distribue comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Essayez de m'écouter en même temps, mais enfin, vous ferez ce que vous voudrez. Et puis ensuite, je vous parlerai des valeurs qui sont derrière. Voilà. Comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Et bon, là, donc, je vous commente un peu cette grande prise de recul temporel que j'ai développée depuis pas très longtemps, depuis environ 1 an. J'ai renoué avec une de mes familles, qui est la famille des scientifiques. J'ai travaillé avec l'Observatoire Midi-Pyrénées à à Toulouse, des scientifiques des sciences de la nature. Et j'ai découvert que ce n'était pas bien. Parce que ces scientifiques sont au cœur de la catastrophe climatique, biodiversité, tout est au rouge et ça continue. Et donc, eux aussi, ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Donc, en travaillant avec eux, est venue à un moment donné cette forme. Alors, matrice, c'est un mot que j'aime bien parce qu'il est paradoxal. C'est un tableau mathématique, un tableau rationnel. Et puis, c'est un mot organique. Matrice, mater, mère, voilà, matricielle. Donc, c'est du côté de la vie. Et donc, effectivement, ma proposition, et vous le verrez dans les deux dernières colonnes, c'est un changement de situation qui part d'une situation qui est fondée sur la puissance de la rationalité, celle qui aujourd'hui peuple notre espace collectif depuis plusieurs siècles, qui, à mon avis, s'épuise, et puis émerge une nouvelle situation, c'est en tous les cas ma proposition, que j'appelle la situation de la vie 1. Et donc, le mot matrice, je trouve il touche un peu les deux notions. Alors, comment c'est organisé ? Vous voyez, là, vous avez en colonne une quinzaine de notions que vous pouvez lire, que vous pouvez regarder, qui sont des notions assez intemporelles. Et mon travail a été pour chacune des 5 grandes civilisations qui sont en haut, sur 3000 ans d'histoire, d'essayer de qualifier pour chacune de ces civilisations, en tout cas, c'est ma proposition. Donc, ce que je dis là, je vous raconte une histoire, moi. Ce n'est pas scientifique au sens rigoureux du terme. Ça, et ça demande la critique des historiens. Ce n'est pas ça le sujet. Si mon histoire vous parle, si ça nous permet de donner des repères, c'est top. Donc, je vous raconte une histoire. Et bien sûr, c'est fondé aussi sur un travail, sur des connaissances, évidemment. Et ça vous parlera sans doute à vous. Je pense que vous avez aussi beaucoup de connaissances et de culture. Donc, l'idée, c'est de faire un recul sur à peu près 3000 ans d'histoire, pour justement s'apercevoir, en tout cas, telle a été ma découverte, pour moi en tous les cas, que des moments comme ça de basculement civilisationnel, il y en avait déjà eu dans l'histoire. En tous les cas, c'est ça ma proposition. Pour être un peu moins perdu, pour être un peu moins angoissé, pour être un peu moins... On ne va jamais y arriver, quoi. Et que, effectivement, ça s'est mal passé, mais ça rebondit. Les humains sont... Nous sommes des animaux très très robustes. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en cours de route, mais en tant que bestioles, pour dire les humains que nous sommes, il y a des capacités d'invention, de trouver des solutions. Si on se tourne vers l'espoir d'en trouver, évidemment, tout est là, qui se passe, quoi. Évidemment, si on est dans la déréliction et dans la méfiance et on n'y arrivera jamais, ça, on ne trouve pas. Ça, c'est l'expérience bien de chacun, des entreprises et aussi, je pense, des grands collectifs comme les sociétés. Donc l'idée est que vous avez 5 grandes civilisations, on va y revenir, et chacune, elle est différente, elles sont vraiment différentes les unes des autres, radicalement, dans leurs racines même différentes les unes des autres, et parce qu'elles disent, pour la connaissance, la science, la spiritualité, avec tous ces items, elles disent des choses originales, qui sont ce que les autres ne disaient pas. Mais une civilisation, le miracle, c'est quand ça apparaît, d'un coup, il y a toute une cohérence qui tient debout. D'un coup, si je prends toutes ces notions, voyez, bien sûr, elles se font un peu la courte échelle entre elles. Et là, en tout cas, c'est ce que moi, je semble voir. Et c'est pour ça que ça tient plusieurs siècles, cette affaire-là.
Sinon, ça ne tiendrait pas. Quand les humains, on est quand même très, 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 très divers. Et depuis des millénaires, les anthropologues nous disent on n'a pas changé, nous, les Homo sapiens. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, les archéologues et les anthropologues qui nous racontent les cultures du néolithique et du paléolithique, moi, je trouve ça trop magnifique. Hein. Là, je me suis arrêté à 3000 ans, à moins 3000, c'est l'apparition de l'écriture. Hein. Vous avez ça un peu en tête en Mésopotamie, un peu en Égypte. Donc avant, on faisait démarrer l'histoire à ce moment-là. Pour cette raison-là. Désormais, grâce aux recherches de ces archéologues préhistoriens, à travers les fouilles matérielles, ils nous racontent des histoires. Moi, je tombe un peu de... Je dis, mais comment ils arrivent à trouver ça? Et je suis fasciné par ces myriades d'essais culturels, d'essais-erreurs, en fait, enfin, d'essais plus exactement, et de réussites quand même pas mal, que les humains, nos ancêtres, ont réalisé depuis des milliers et des milliers d'années. Hein. Bon, donc là, modestement, parce que... Même si je me documente, mais avant, je ne sais pas. Donc, je me suis arrêté sur ces 5-là. Et pour chacune d'entre elles, vous voyez, j'ai essayé de trouver qu'est-ce que la modernité occidentale, que j'appelle technoscientifique, là, celle qui se termine en ce moment de mon point de vue, qu'est-ce qu'elle a dit de ces différentes notions. Donc là, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Je vais en prendre quelques-uns pour juste dire un peu l'esprit qui m'a animé. Avec donc, vous voyez, c'est... À la fois, donc, jusqu'à assez récemment, j'insistais pas mal dans ma réflexion sur les discontinuités, sur la métamorphose, sur les points de rupture, sur les changements de paradigme. Ça reste vrai. Mais grâce à la matrice, maintenant, je suis aussi habité par de la filiation, de la transmission. En fait, dans mon sac à dos, dans notre sac à dos collectif, ça c'est un peu jungien comme idée, on porte, sans le savoir, toute une histoire très, très, très ancienne. Alors, on sait aussi pour des familles, mais c'est aussi vrai pour une société. Et en fait, si nous consciemment nous disons « Ah, oui, nos ancêtres ont vécu ça, donc moi je le porte en fond de moi-même », et que ça pouvait être... Et que j'aurais vécu à ce moment-là, j'aurais été dans cette civilisation, dans cette croyance, dans cette philosophie, moi je trouve ça plutôt chouette, ça me relie, voilà, je suis relié. Et en plus, ce qui je trouve ça chouette maintenant, c'est que je peux aller rechercher consciemment dans ce qui a été vécu, dans un temps beaucoup plus ancien, quelque chose qui, mais ça donne du sens par rapport à ce qui est en train d'arriver. Donc c'est ce colorié en jaune. Ce qui est colorié en jaune dans la matrice, de mon point de vue, mais vous ferez peut-être des couleurs différentes pour ce qui vous concerne, ça, je peux aller retravailler comment c'était vécu. Notamment si je prends la première case, vous voyez, sur ce que j'appelle la connaissance. Donc, je distingue connaissance et science. Hein, donc dans le petit bouquin, je développe tout ça. Pour la modernité occidentale, donc technoscientifique, science et connaissance, c'est pareil. Hein, on dit souvent le même mot d'ailleurs, nous, hein, mais ce n'est pas le même mot en latin. Connaissance, ce n'est pas science. Naître avec d'autres, c'est... Voilà. En tout cas, c'est pas pareil, mais pour les modernes, pareil. Je veux dire par là, il n'y a pas de connaissance hors la science pour les modernes. Quand je dis les modernes, c'est la science moderne, rationnelle, qui prend son élan au XVIIe siècle et qui aujourd'hui est notre soubassement fondamental. Mais si je me passe à ce que j'appelle l'âge mythique, vous voyez là j'ai mis en jaune les récits mythiques, les traditions orales. Ça aujourd'hui, c'est de la connaissance potentielle, à condition qu'on prenne le mot connaissance, qu'on élargisse effectivement, qu'on réélargisse ce mot-là. Bien sûr, la science est importante. La science classique est importante, et ça, elle est bien dedans. Mais tout de nouveau, ça se réélargit. On peut naître avec, connaître, avec aussi d'autres ressources. Ce que je mettais là, la sensibilité, l'affectivité, l'art, la spiritualité, toute dimension humaine qui, si elle ne peut pas être rationalisée par la modernité, ils ont été éjectés. Et au bout de 300-400 ans d'éjection, on est un peu affadi. Et quelque part, on n'en peut plus. Et donc ce goût, aujourd'hui, vers ces récits mythiques, vers le chamanisme, vers l'animisme, qui, pour ceux qui s'intéressent à ça, voient ça, et c'est assez justifié. Parce que là, il y a des nouvelles façons de connaître, donc de naître de nouveaux mondes, qui sont pleines de ressources, quoi. C'est un peu ça que ça veut dire, mais je vous explique un peu les trucs. Alors là, je vais pas détailler trop, mais on va voir le jaune. Et donc, je trouve que c'est là où je remets de la tradition au sens un héritage. Voilà. J'ai un héritage avec moi, mais c'est chouette d'avoir un héritage. Ceci dit, les civilisations, elles ne sont pas meilleures les unes que les autres, elles sont toutes magnifiques.
Mais effectivement, ils se succèdent quand même dans le temps. Donc il y a quelque chose qui passe de l'une à l'autre, qui n'est pas d'un jugement, qui est au contraire comme une fécondité, une fécondation. Et il ne s'agit pas de dire, comme les modernes ont dit, des gens du Moyen-Âge, ils sont obscurantistes. Ça, on peut être tenté de le dire. Hein. C'est parce qu'on a besoin de s'appuyer sur les autres pour se monter un peu. Mais une fois qu'on a un peu fait la paix, qu'on a fait le deuil, je dirais, sereinement avec ce qui nous avait animé, qui ne nous anime plus, on peut dire, mais voilà, il y avait des belles choses, mais bon, soit j'en ai plus besoin, soit je fais autre chose, quoi. Et donc, les citations, elles sont toutes belles, mais j'ai la ressource de pouvoir aller chercher consciemment, si on veut, hein, et en débattre. Voilà, c'est ça un peu mon idée. Donc, à la fois de la toute nouveauté, de la création, et aussi de la tradition. Voilà, c'est un peu ça l'idée que. Donc, voilà, je mets maintenant un peu plus de bémol dans mon discours qui était un peu net sur. Voilà, il faut vraiment basculer, quoi. Je pense qu'il faut aussi basculer, hein, sincèrement. Parce qu'effectivement, ça a été aussi mon aventure, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas tout raconter, mais à un moment donné, moi j'étais formé à une dimension scientifique, technoscientifique, du management d'organisations publiques. Et puis à un moment donné, j'ai vu que ça ne marchait plus, quoi. Et donc, et mon corps, il n'a pas changé. Parce qu'il ne peut pas changer. Voilà, c'est ça l'idée fondamentale. Mais moi, je peux changer. Mais le corps des ponts et chaussées, c'est une institution, je vais revenir sur ce mot-là. Une institution, c'est fait pour être fidèle à la civilisation qui le fait naître. Et que donc une institution de la modernité technique, elle est faite pour techniciser le monde, elle est faite pour rationaliser le monde, elle est faite pour modéliser le monde, c'est son job, c'est sa raison d'être, comme on dit. Et elle ne peut pas changer. Ce qu'il faudrait faire, c'est dire, le corps des ponts et chaussées était génial, mathématicien du 18e, ingénieur du 19e, administrateur du 20e. Maintenant, je pense que ça fait plus du très bon boulot. On fait un musée, on célèbre, on fait autre chose. Et ça serait, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que ça se met à vriller. Et d'être dédié, d'avoir une générosité vers le bien commun, vers le commun qui était justement une vision rationnelle du monde, le commun qui est né au XVIIe siècle. Je ne vais pas raconter toute cette histoire de l'aventure des sciences, mais qui est né vraiment là. Le Corps des Ponts, il est né en 1716, donc il a 300 ans d'existence exactement. Eh bien, il était vraiment dédié à faire du bien, et il a fait beaucoup, beaucoup de bien, quoi. Mais à un moment donné, c'est ça qui est très cruel, quelque part, et même tragique, c'est ça fait du bien, mais comment ça se fait que ça fait du mal maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qui vrille? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est très difficile à accueillir quand on dit, mais ça fait du bien, et ça se met à pédaler à côté, quoi. Et c'est ce que en tout cas, j'ai changé mes lunettes là depuis un certain temps, et j'arrête pas de voir que nos institutions, qui furent bénéfiques, bien sûr de la modernité, hein, fondées sur une rationalisation du monde, sur une catégorisation du monde, eh bien, elles perdent la pédale et elles ne font pas du bien. Tout est à l'avenant. Enfin, je vais pas, ce qui se passe en ce moment, mais ça se passe tout le temps, quoi. En tout cas, ma réflexion était ce n'est pas rattrapable. On ne va pas revenir en arrière. Donc, il faut voir cette dimension et puis dire, j'essaie de faire le deuil, ok. Et, oui, parce que je vois apparaître quelque chose de neuf. Dans les marges aujourd'hui, et dans des marges qui sont en contradiction, dans des marges qui ne sont pas acceptables, en fait, pour le monde institutionnel. C'est ce que j'appelle la situation de la vie 1, où là, la vocation de l'humanité, merci Olivier, j'ai mis là-haut, vous voyez, j'ai mis des petits mots très précis sur qu'est-ce que c'est que la vocation fondamentale de cette civilisation. Donc, pour la modernité, c'est exploiter le monde. Descartes, dans le discours de la méthode, il le dit, hein, déjà, tout est posé en 1637. Pour devenir comme maître et possesseur de la nature, vous connaissez l'histoire. Et ça s'est mis à marcher, quoi. C'était pas prévu quand ils ont démarré ça, quand même. Vous voyez, l'énergie, on découvre les lois en langage physico-mathématique, on commence à faire des machines, on devient impuissant, mais c'est trop beau, quoi. C'est là qu'il fallait être à ce moment-là, hein, pour exploiter le monde au service des humains, et donc des humanismes, parce qu'à ce moment-là, la philosophie, c'est de mettre l'humain à la pointe de l'évolution. C'est ça qui s'effondre en ce moment. Hein. C'est cette pensée-là qui s'effondre en ce moment, parce que tout simplement cette promesse d'améliorer nos vies par la technique issue de la science, ça a l'air de plus marcher. Moi, j'ai dans ma poche ça, là. Vous avez peut-être la plupart d'entre vous un iPhone, mais je suis content, j'ai plus de QR code, plus d'Internet. Si j'ai ça, c'est que ça me fait du bien, sincèrement. Ça augmente mes relations, hein. Mais ça me surveille quand même, non? Tout mon fournisseur d'accès, peut-être qu'il m'écoute en ce moment d'ailleurs. Hein. Bref, en tout cas, la technique, ça c'est une pensée que je ne suis pas le seul à avoir.
enfin, quand même, elle est difficile à admettre, elle n'est pas neutre. Surtout, la technique qui s'est échappée de notre contrôle. Or, elle s'est échappée de notre contrôle. Tout ce qui est faisable sera fait. Voilà ce que dit la technique, la technoscience en fait. Hein. La technique moderne, elle est née de la science, et puis elle s'est échappée. Quoi. En fait, il n'y a plus beaucoup de science, à vrai dire. Au sens de la connaissance du monde, de la joie de connaître. Donc, toujours est-il que, effectivement, donc il y a, par rapport à la technique, une promesse qui s'invalide actuellement. De libératoire, elle fut, et pendant longtemps, elle devient aliénante. Et ça nous laisse les bras ballants. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et nos institutions, qui sont faites pour développer la technique, justement, parce que ça fait du bien, elles continuent, parce que c'est leur job. Mais sauf que si la technique, maintenant, nous aliène, il y a comme... Ouais, c'est ça que j'appelle... C'est tragique. Et cette prise de conscience que moi j'ai faite, que je propose de faire, que vous ne faites pas forcément, que là on a du débat évidemment, et je vais un peu trop vite. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas bien de technique, il s'agit de dire doucement, un peu moins, pas comme ça. On va en discuter, on va voir si on fait ou si on ne fait pas. Bon. Et ça, actuellement, nos institutions, elles ne peuvent pas le faire. Voilà un peu, c'est ça ma thèse. Comment ça se fait que ça ne va pas? Il y a une logique à ça. Il y a une logique à ce que Mme Borne soit un juge indépendant, ces choses-là. Il y a une logique à ce que soit le président de la République soit un inspecteur des finances. Il y a une logique à ça. Parce que si vous n'êtes pas comme ça, ben vous n'y êtes pas là. Voilà, c'est un peu vite fait. Donc moi, parce que de l'intérieur, j'ai un peu vécu ça. Donc, voilà un peu l'idée de la matrice. Donc, vous voyez, il y a donc ces civilisations avec des éléments que alors je vais peut-être insister sur... Je vais regarder comme l'heure pour ne pas prendre trop de temps. Ah, il faut que j'aille vite quand même là. Zut. J'ai peut-être quelques éléments un peu clés sur la croyance. Vous voyez, je prends la ligne croyance. Nous, les humains, nous sommes d'abord des êtres de croyance. Parce que comme nous ne savons pas ce qu'on fait là, on s'invente des raisons d'être là, de croire à des choses. Et à un moment donné, on croit tous à peu près à la même chose, et c'est trop beau. On croit qu'il n'y a que ça d'ailleurs, et ça marche. Et puis à un moment donné, la croyance, elle se débobine. Et une croyance collective, elle est irrécupérable. Collectif, moi j'entends, pour les personnes c'est différent, tout est possible pour une personne ou pour un groupe de personnes, mais pour un collectif ça ne marche pas. Et donc si je prends la ligne croyance, c'est surtout sur la fin, donc vous voyez, pour les modernes, le réel est mathématisable. Il s'écrit en langage mathématique. C'est Galilée qui prononce cet axiome en 1623, il y a 400 ans exactement, dans un texte qui n'est pas très connu. Le réel est écrit en langage mathématique. Eh bien aujourd'hui, en vous regardant, je vois que des paquets de big data. Vous n'êtes que des paquets de 0 et de 1. C'est ce qu'ils nous disent, les GAFAM. Eh bien, ils réalisent l'axiome galiléen. 400 ans après Galilée, on y est. Tout est mathématisable, en l'occurrence numérisable, informatisable. Voilà. Donc, parce que, effectivement, la croyance, c'est dit, mais oui, mais ça, c'est nécessaire pour qu'on découvre ces fameuses lois physiques, d'abord de la physique, puis après des substances humaines, qui s'écrivent en langage mathématique. Pourquoi c'est dans ce petit bout d'Europe, à ce moment-là, que Newton a découvert les principes de la dynamique, la gravitation? Pourquoi pas les Chinois, pourquoi pas les Grecs? Je peux poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible ça? Ça s'est passé parce que justement, tout d'un coup, il y a eu un souffle qui est monté sur cette vision que le réel est mathématisable. La question, c'est est-ce qu'il est que mathématisable? C'est ça la difficulté. Eh bien, les modernes, à un moment donné, sont mis à croire que oui, il est que mathématisable. Et au bout d'un certain temps, on dit, mais non, il y a peut-être des choses qui échappent aux mathématiques, quoi. Et là, peut-être que ce qui n'est pas dataisable chez vous, c'est ça maintenant qui va nous intéresser. C'est un peu ça l'idée. Mais pour les modernes et pour les institutions de modernité, non. Tout est mathématisable, tout est légalisable, tout obéit à des lois, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient sociologiques ou qu'elles soient faites par nos députés quand ils en font. Vous devez obéir aux lois. Il n'y a pas d'échappatoire. Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'en tout cas, on se remet, si on veut retrouver du souffle, à dire « Ah !» Donc, dans cette nouvelle situation que j'appelle la situation de la vie 1, où là, le job, c'est plus d'exploiter le monde au service des humains, c'est de prendre soin de toute vie. La vie des humains, bien sûr, mais la vie de tous les vivants, les animaux et les plantes. Prendre soin et développer la vie, augmenter la vie, augmenter la biodiversité, alors que là, dans la colonne 4, on écrabouille. Donc, il y a en moi quelque chose qui s'ouvrit, d'écrabouiller la biodiversité, de la diminuer. Donc, le job maintenant, ça va être de l'augmenter. En tout cas, moi, ça me plaît. Je jardine pas mal, donc j'expérimente aussi cette affaire-là. Vous voyez, le réel, là, j'ai marqué, est surgissement. C'est-à-dire que la vie est surgissement.
Qu'est-ce que c'est la vie? Alors, les Occidentaux, alors depuis les Grecs, hein, on ne sait pas penser la vie chez nous. Hein. Ça, il faut le chercher un peu en Extrême-Orient. Enfin, je vais un peu de vite, hein. Mais quand même, depuis qu'on a commencé à rationaliser la vie avec la philosophie grecque, jusqu'à l'extrême là, maintenant chez nous, eh bien, la vie, on l'a rationalisée, mais ce n'est pas ça la vie. C'est justement ce qui n'est pas rationalisable. C'est ce qui fait du neuf tous les matins, neuf de chez neuf qu'on n'a jamais vu. C'est la création pure. Ça surgit de je ne sais pas où, et une seule fois. Alors que pour les modernes, il ne faut pas répéter l'expérience. Donc s'il arrive une seule fois, je ne peux pas l'analyser, quoi. Donc la science analytique, elle ne peut rien dire d'un truc qui érupte comme ça. Bien, dans les temps qui viennent, et puis vous voyez, vous êtes là ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Ah, une fois, un surgissement. Ah ben ça c'est super réel. Plus exactement, ça va être notre attention. Quand je dis réel, c'est on va être attentif à cette présence à ce qui se passe, qui surgit. Et tout d'un coup, voilà, c'est cette intériorité qu'on peut avoir, cette écoute active. Oui, ça m'intéresse. Ça t'intéresse aussi, ça nous intéresse. Et là, un événement surgit et voilà, j'en fais quelque chose. Il me transforme, je me transforme avec. Voilà un peu l'idée. Donc, oui, c'est pas tellement compatible. Soit le réel et les mathématisable, soit les surgissements. En fait, je suis d'accord, il est un peu les deux. Mais où est-ce que je vais mettre ma priorité? Eh bien, désormais, je vais mettre ma priorité plutôt sur ce qui surgit. Sans dire qu'il y a des moments, eh bien, il faut mathématiser le truc et faire des machines, ça y est, je dis bien. Mais ça va m'intéresser moins. Ça va m'enthousiasmer moins. C'est ça un peu l'idée. Donc, je ne vais pas faire toutes les lignes, hein, mais vous voyez, pour les hommes du Moyen-Âge, le réel, il est création divine. Ils sont habités par cette marche vers la parousie, comme il disait. Hein. Donc, c'est la création divine. Donc le réel, c'est tout ça à la fois, évidemment. C'est pour ça qu'on peut les regarder, ce que disaient dans l'Antiquité, le fait que le réel soit un et multiple. Il est toujours un et multiple. Hein, voilà. Et donc on peut aller rechercher ça. Mais ce qui va nous intéresser davantage, c'est ce surgissement, cette créativité qui apparaît. Les valeurs, ça c'est un point important. Et les valeurs, donc au niveau de valeur, le mot latin de force de vie. Hein, ce mot-là. Donc elles sont fondamentalement, les plus importantes sont les valeurs rationnelles pour la modernité. Hein. Donc c'est la puissance du rationnel. Là, maintenant, ce qui va nous intéresser davantage, c'est la puissance du relationnel. C'est ce qui nous relie. Alors, nous, les humains, mais ça c'est intéressant, pas seulement, mais aussi avec les animaux et les plantes. C'est vrai qu'en bas, le hall, il est magnifique avec toutes ces petites plantes-là. Ils ont compris quelque chose ici. Là. Oui, je suis relié. Et donc, les capacités intérieures des personnes, ceux qui vont être plus reliantes, ils seront plus à l'aise, ils seront aussi plus précieux. Donc c'est ces capacités-là, dans le monde de l'entreprise, hein, je pourrais y revenir tout à l'heure, qui vont être les plus sollicitées. Hein, donc les reliances. Et donc les valeurs relationnelles vont monter en haut de la pile. Il y a toujours des valeurs. On est tellement imbibé de ça. Mais voilà, c'est ces valeurs-là qui vont être les plus recherchées. L'éthique, donc l'éthique, oui, le mot ethos en grec, c'est les règles de vie qu'on se donne dans une collectivité. Donc elles sont centrées sur l'homme, hein, pour la modernité, donc c'est les humanismes qui sont là, hein, et les droits humains. Ça, c'était très très bon. Mais maintenant, nous allons un peu nous décentrer, nous les humains, et mettre avec nous les animaux et les plantes, les biocentrés, écocentrés. Ça change pas mal de choses, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça apaise un peu nos tensions, à nous, entre humains. Si on dit, tiens, on va s'intéresser aussi aux arbres, enfin aux forêts, aux rivières, aux montagnes, aux espèces, on va peut-être un peu moins disputer. Enfin, c'est une expérience aussi vécue. Je pense que vous pouvez entendre. Je bascule vite parce que le temps passe vite pour aller vers la deuxième partie de la matrice. Donc, j'ai parlé un peu rapidement des institutions. Donc là, c'est pas trop le propos ce soir, peut-être plus d'ailleurs sur l'entreprise. Donc là, j'ai une vision assez subversive, comme vous l'avez peut-être entendu. Si je dis qu'une institution, elle est liée aux civilisations, elle naît, elle se développe et elle meurt avec la civilisation, celles qui peuplent aujourd'hui notre espace collectif, elles sont un peu mal barrées. Telle est ma thèse. À mettre en travail. Et puis c'est plus compliqué. Mais ce que je dis du cours des pensées chaussées, je pense que je pourrais lire toutes nos institutions, grandes institutions de l'État, des grandes collectivités, même les syndicats, que toutes elles sont fondées sur une vision rationnelle du monde. C'est simplement ça, je dis. Hein. Et que si nous n'y croyons plus, ou si nous ne croyons plus à cette fécondité-là, elles n'y arrivent plus très bien, quoi. Bon. Donc, par contre, des nouvelles institutions sont en train d'émerger. C'est des nouveaux lieux où on va protéger ces valeurs relationnelles qui montent. Et ma proposition, c'est que ça passe pas vraiment la rampe, quoi. Et donc, ces institutions nouvelles, quelle est leur fonction?
Eh bien, alors là, j'y vais être un peu fort avec les organismes transdépendants. C'est-à-dire, elles vont faire attention à ce qui est vraiment entre nous, à ce qui nous traverse. Donc, ce n'est pas tant les individualités, c'est voilà, ce qui voyage entre nous, ce qui nous traverse collectivement. Nous, les humains, et aussi, et ça, c'est assez déroutant pour nos institutions politiques, aussi, il faut qu'ils viennent à la table de délibération pour résoudre des problèmes que nous avons tous ensemble, des problèmes où on n'a pas la solution, donc il faut qu'on en débatte, tout simplement. Eh bien, il faut que viennent à la table de négociation les animaux, les plantes, les rivières, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils arrivent à parler. Alors, tout ça, je vais trop vite, ça demande beaucoup de prépositions, mais oui, je pense que les enjeux, ils concernent tous les vivants aujourd'hui, non, sur la planète. Et ça, on est dans les marges, cette affaire-là. Des pays qui ont déjà à des lacs, vous avez peut-être suivi ça. Sur l'entreprise, donc pour moi, le mot des choses. Nous, les humains, on est des homo faber, des êtres éminemment sociaux, extrêmement sociaux. C'est que tout seul, c'est pas possible, quoi. Nous sommes toujours en lien les uns avec les autres. Alors justement, à un moment donné, quand on se coupe des autres, ça ne peut plus marcher, quoi. Et on fait des choses. Et ça s'appelle, pour moi, une entreprise. Voilà. Alors pour la modernité, une entreprise, donc ça fait des choses, et comme la modernité, elle passe son temps à quantifier, à mesurer, et à mesurer en nombre et donc en argent, donc c'est tout à fait logique qu'une entreprise, ça soit un centre de profit financier. Le néolibéralisme, il est dans la ligne. Enfin, pour moi, il est... oui, mais si on ne croit plus que c'est ça qui est le plus important, on dit, mais comment ça fait? Et là, vous êtes dans votre job. Les accompagnateurs, dont je fais un peu partie, eh bien, dans l'entreprise de l'association de la vie 1, là, c'est... Bien sûr, on fabrique des choses. On fabrique des chaises, on fabrique des services, mais le précieux, c'est augmenter les relations entre tous les humains qui participent de cette entreprise, et peut-être aussi au-delà, tous les vivants qui font que ça soit possible. Et là, je propose, je ne sais pas si ça va marcher, de changer le mot pour une nouvelle réalité, et d'appeler ça des entre-donnes. Plutôt que des entre-donnes, plutôt que entre-prendre, entre-donner. C'est-à-dire que la coopération devient première. Il y a de l'émulation. Les humains ne sont pas changés, mais là où on va être le plus attentif, c'est la coopération, s'entre-donner les choses. Alors, comme entre-donne en français, ça passe pas trop mal, on verra bien. Donc c'est effectivement une nouvelle réalité, nouveau nom, quand on peut le trouver. Moi, j'essaie de lire beaucoup les poètes, les littérateurs, parce qu'il faut qu'on invente des nouvelles façons de parler de ce qui arrive. Alors soit on va rechercher les mots qui sont puissants dans leur étymologie, et on peut en inventer des autres. Bref, donc voilà une proposition que je fais, c'est que nous avons des entre-donnes. Alors rien n'a changé a priori, mais tout a changé quand même. Voilà, une proposition. Je vais peut-être m'arrêter là sur la matrice parce que je vois que le temps passe. Mais vous voyez, il y a la question du temps et de l'espace. Ça paraît abstrait, mais le temps et l'espace, nous ne savons pas ce que c'est. Depuis que les humains philosophes, ils ne savent pas ce que c'est. Donc là encore, chaque citation, elle a dit, pour moi le temps c'est ça, et pour moi l'espace c'est ça. Et quand on est en train de changer de rapport au temps et à l'espace, vous pouvez vous dire quelque chose de très profond qui est en train de se passer dans le tréfonds de la société. Or, on est dans un cas pareil. Pour les modernes, c'est pauvre. Hein. Le temps c'est x, le temps c'est t, et l'espace c'est x, y, z. Donc il n'y a pas plus pauvre. Hein. Alors depuis la physique relativiste, on sait que c'est un truc. Hein. La physique quantique ne l'a pas démontré. Donc déjà c'était plus intéressant. Quoi. Même de la science, c'est pas séparé. Alors que après on dit mais c'est séparé le temps et l'espace. Bon, mais pour les expériences que nous faisons désormais sur le temps et l'espace, eh bien, on voit que le temps, il n'a pas toujours la même valeur, il a des densités différentes, des épaisseurs différentes, le mot de synchronicité qui apparaît désormais. Comment ça se fait? Ah, je pensais à lui et tout d'un coup il me téléphone, quoi. Par où ça passe? Cette idée de... ça passe par ailleurs, quoi. Donc cette idée de synchronicité que je mets là, d'une discontinuité du temps. Donc c'est juste pour qu'on soit attentif à nos expériences personnelles, nos expériences intuitives, voire spirituelles, et que là, tout d'un coup, ça reprend. En fait, cette nouvelle situation, on reprend un peu de souffle, quoi, de largeur, de diversité. La diversité est vraiment recherchée. Les modernes, à travers la science, ils ont cherché la loi unique qui gouverne tout.
Voilà. C'est vraiment la pensée de aller vers l'un, tout découle. Ils cherchent toujours d'ailleurs, hein, nos physiciens, la loi unique qui va unifier la loi de la gravitation et la loi de la physique quantique. Hein, ils n'ont pas encore trouvé, hein. Ils cherchent, hein, mais il faut peut-être la trouver, c'est possible. Hein. Donc c'est cette utopie-là, donc tout unifié. Alors que alors maintenant je vais terminer sur pourquoi la vie une. Eh bien, depuis maintenant, quelque part, la modernité, elle m'a, avec Descartes, elle m'a dualisé. Hein, c'est le dualisme cartésien, elle m'a coupé. Donc il y a une grande soif de réunification en moi-même et entre nous. D'où le goût pour la première colonne, hein, où à ce moment-là, les humains étaient restés unifiés. Hein. C'est pour ça que la philosophie en Grèce, elle a commencé le premier clivage. Donc désormais, si je suis... Qu'est-ce qui m'unifie? Moi, avec vous, et avec tous les animaux et toutes les plantes. C'est cette notion de vie. Et la science nous dit, à travers le code génétique, mais il y a cette unicité-là, quoi. Il y a une vie. D'ailleurs, il y aurait une cellule ancestrale, donc tout est parti il y a 3,4 milliards d'années. Les récits mythiques nous disaient déjà ça, hein. On les a un peu oubliés. Mais la science nous le redit aussi. Oui, il y a une unité de la vie dans sa profondeur philosophique, spirituelle, scientifique. Et c'est bon ça. Donc je suis réuni. Voilà, moi je me sens réunifié quand je jardine, il y a quelque chose qui consonne, vous voyez. Donc j'ai plus besoin, d'avoir de réunifier par la raison. La raison, elle est intéressante, mais au contraire, cette diversité, c'est trop beau, quoi. Donc ce goût de la diversité, je peux le reprendre parce qu'en moi-même, je n'ai pas peur d'être coupé en 30 petits morceaux puisque je suis unifié par la vie. C'est un peu ça que je vais vous proposer comme idée. Toutes les grandes spiritualités, elles vous racontent ça. Elles vous racontent ça aussi, quand on va bien le chercher dans leur cœur. Voilà un peu rapidement ma matrice. Maintenant, je vais vous proposer, j'ai encore quelques instants. Oups là. Alors oui, vous prenez le verso, c'est ça, le verso, sur ce que j'appelle les valeurs émergentes. Donc là, c'est sous une forme de spirale que vous avez là aux yeux. Donc la spirale, c'est un peu une forme du vivant, hein, ça. Ça revient, mais pas au même endroit. Ça s'élève ou ça s'approfondit, quoi. Donc c'est une forme qui est une jolie forme. Donc là, il y a pour moi 9 valeurs émergentes. Donc, ça va peut-être paraître un peu comme un cheveu sur la soupe là tout de suite, mais je vais quand même vous proposer ça, on peut en parler. C'est-à-dire des valeurs au sens où si ces valeurs, au sens de force de vie, d'énergie de vie, si elles sont cultivées, c'est surtout vers l'entreprise que je m'adresse quand j'ai développé ça il y a quelques années. Hein. Si dans une entreprise, dans une entredonne, donc, ces valeurs, elles sont déployées, développées, ça va mieux marcher. Les humains qui participent de cette entredonne, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Hein, c'est un peu l'idée fondamentale. Aujourd'hui, ça ne va quand même pas très bien dans les entreprises. Ça va quand même pas très bien. Il y a des efforts qui sont faits, mais ça ne semble pas franchement changer beaucoup de choses. Hein. Donc on a un durcissement quand même qui est assez majoritaire qui se passe, de verticalisation. Bon, vous savez ça plus ou moins les uns les autres. Donc j'ai dit, alors dans les institutions, c'est vraiment très net, mais dans les grandes entreprises, c'est aussi assez net. Et ça, bon, pas partout, heureusement, il y en a qui essaient d'autres choses. Enfin, plus c'est petit, plus c'est facile. Donc ces propositions-là de 9 valeurs émergentes, c'est 3 x 3. Trois dimensions humaines, le soi, donc le développement personnel, pour reprendre les mots tout à l'heure, l'individuel, le nous, c'est plutôt l'entreprise, l'entredonne, le collectif à échelle humaine, et puis le tous, c'est la société, la biosphère. Et chacun d'entre nous, on a tous, à des pourcentages différents, ces dimensions-là en nous. Hein. Alors voilà, je vous dis assez vite, donc la valeur individuation, c'est la première que je cite parce que je veux réussir ma vie. Alors là, nos jeunes le disent encore plus que nous, hein, mais nous, on commence à le dire déjà. C'est-à-dire, ma vie singulière et unique. Et si moi, je ne suis pas fidèle et attentif à qui je deviens, alors je préfère devenir que suis, à qui je deviens, qui va le faire? Je suis responsable de cette vie qui est déposée en moi de façon unique, qui est un surgissement. Il n'y en a pas deux comme... Voilà, ça, je pense que ça, on l'a acquis, hein, on ne veut pas le perdre. Mais pour réussir ma propre vie singulière et unique, et c'est pour ça que ça vaut le coup d'être vivant, eh bien je ne peux le faire que parce que je suis en train de faire des choses avec toi. Toi aussi, qui es individu, et toi aussi, dans des petits collectifs qui eux-mêmes bougent tout le temps, quoi. Donc voilà, ça bouge tout le temps.
Mais ça ne peut marcher que parce que je peux aussi me déployer, me développer personnellement, comme on dit souvent, de façon unique. D'où cette notion d'individuation. Le sion en français, oui, ça bouge. Ce n'est pas l'individualisme, ce n'est pas l'identité qui est comme stable. Là, c'est en mouvement. Et c'est pour ça que la vie, elle est créative. Sinon, ça s'arrête quand on meurt. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de la nouveauté qui apparaît. Donc l'individuation, elle est centrale. Et les entreprises, les entredones qui prennent soin, comme ça, du développement de chacun, ça va mieux marcher quand même. C'est-à-dire que Paul n'est pas égal à Jacques. Il y a quelque chose d'autre. Donc, comment on fait? Donc, je vais aller vite. La corporéité, c'est que nous ne sommes pas justement des big data. Nous sommes des corps vivants, de chair et d'os. Et que donc, incarner, et que prendre soin de nos corps vivants, la question de la santé, la question de la nourriture, la question de comment le physique, le spatial, où on est, là encore, est-ce que je suis derrière l'ordi toute la journée ou est-ce qu'il se passe autre chose, En tout cas, là encore, les entreprises, entredones, qui font attention au corps des uns et des autres, ça va mieux marcher aussi. Fragilité. Ça, la modernité, elle n'aime pas. Premier de cordée, il dit l'autre. Oui, mais parfois je suis premier de cordée, mais il y a des fois, ça ne va pas. J'ai des soucis physiques, psychiques, mon entourage, je ne peux pas être toujours premier de cordée. Il y a des fois, je suis dernier de cordée. Alors, est-ce que quand je suis dernier de cordée, je me fais sortir? Si ce risque existe, je ne vais pas donner le meilleur de moi-même, je vais me protéger. Mais si quand je ne suis pas au top, eh bien, le groupe humain, l'entreprise où je suis, ils se débrouillent, ils deviennent créatifs, ils sont solidaires, ils sont attentifs à ces fragilités, parce que justement, je ne suis pas un robot. Mais dans cette fragilité, il y a justement cette force qui surgit, de la créativité, de la solidarité. Donc la fragilité, pour ce monde qui vient, si je puis dire, c'est une valeur positive. Elle est même recherchée, mais bien sûr, il y a tout un protocole, il y a toute une culture de ça. Voilà, 3 valeurs pour l'individu. La sérendipité, peut-être vous ne connaissez pas tous ce mot-là, mais presque. À Paris, ici. À Paris, je suis rassuré. Donc cette capacité d'accueillir l'incertitude avec intérêt et joie, c'est l'inverse de la maîtrise. Cette capacité intérieure de dire « Ah, ça, je n'avais pas vu, mais ça m'intéresse. Non, je ne veux pas le voir. Ça sort de mon projet, je ne veux pas le savoir. » Donc bon, là encore, par les temps qui courent, il faut plutôt être sérendip quand même. Parce que ça n'arrête pas de surgir de façon imprévue. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends, je ne prends pas. Mais si je suis heureux de prendre les mêmes, je fais exprès que ça se passe. Ça, ils sont forts, ceux-là. Les personnes et les groupes. Donc une entreprise sérendip, elle a des chances de s'en sortir un peu mieux dans le chaos qui vient. Je vais vite. L'humilité, je ne sais plus. L'ingénieur des ponts que j'étais, il savait forcément résoudre le problème. Mais j'ai vu dans mon expérience professionnelle qu'à un moment donné, je n'y arrivais pas. C'était devenu trop complexe. Il fallait s'asseoir à plusieurs experts autour de la table et discuter humblement les uns avec les autres pour trouver une solution. Donc le patron, le leader, c'est pareil. Par contre, sa qualité, c'est justement de donner cette confiance à ces personnes pour qu'ils trouvent une solution que plus personne ne peut trouver tout seul. Donc il y a cette humilité, et puis vous connaissez que le mot humilité, humus, humanité, humain, c'est le même mot. Nous sommes des terreux. On est dans la terre, là. Et plus tout à fait dans les zéros et les 1. Le commun, c'est effectivement la vision que l'entreprise, eh bien, elle me concerne. Donc le management, de ce point de vue-là, est plus horizontal que vertical. Bon, je vais très vite, ça vous connaissez un peu ces choses-là, mais c'est ces visions-là qui sont derrière. Alors l'entreprise en question, l'entredonne, il faut qu'elle serve à quelque chose, donc service aux humains, je continue ma spirale. Donc là, sur l'aspect plutôt sociétal. Et puis, comme je disais, on n'est pas obligé de saccager la planète. On peut peut-être l'augmenter, la biodiversité. Et c'est vrai pour tout un chacun, pour une entreprise de bâtiment. Où est-ce qu'il est, le collègue de chez Colas là? Voilà, là, on peut faire peut-être une route qui peut faire du bien. Enfin, moi, j'ai participé de ça quand j'étais avec eux. Je ne sais pas si ça fait des petits, mais faire des routes écolo, En tout cas, ceux qui vont faire ça, il y a des chances que les gens partent moins vite, et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, comme dernière valeur, un peu comme clé de voûte, espérance et confiance, c'est que on est devant quand même des problèmes assez insolubles. On est quand même assez mal barré sociétalement. Tous les indicateurs sont au rouge, ça continue de rougir, on fonce dans le mur à vitesse grand V. Rationnellement, c'est foutu. Si on reste d'un point de vue rationnel, c'est foutu. Sincèrement. Oui, mais peut-être que le réel n'est pas que rationnel. C'est Hegel qui disait ça, le réel est rationnel. Peut-être que le réel, il n'est pas que, il est aussi rationnel. Et à ce moment-là, si je bascule de ce côté-là, et j'espère que nous allons trouver des solutions là où rationnellement on n'en voit pas pour l'instant, l'expérience
en tout cas pour les petits groupes, ça c'est vrai, on trouve des solutions, quoi. L'expérience, elle est comme performative, mais il faut se basculer quelque part. Mais pour ça, il faut espérer que oui, parce qu'on a aperçu que oui, c'est peut-être possible. Voilà, d'où mes 9 valeurs émergentes. Je vais peut-être arrêter là, Olivier, parce que je vois que le temps est passé. Vous m'avez écouté avec beaucoup d'attention, je vous remercie beaucoup. Merci. Parce que, alors, on ne s'arrête pas, on fait un petit break. Non, on n'applaudit pas tout de suite. Attendez. Là, on vous propose pendant 10 minutes, voilà, de vous tourner, parce que si on reste comme ça, mais que vous ne discutez pas entre vous, quelque part, on n'est pas du tout dans le thème. Donc l'idée, c'est de se tourner à 3-4, voilà, vers vos voisins, particulièrement si vous ne les connaissez pas, c'est génial. Et puis d'échanger sur ce qui a été dit. Là, vous êtes d'accord, vous êtes compris, là, vous n'êtes pas d'accord, parce que vous voulez. Ça va? Ça va? 10 minutes d'échange, et puis après, ceux qui auront envie de quelque chose diront quelque chose. Voilà. Okay, très bien. Allez, 10 minutes d'échange entre deux. Bon. Donc en visio, ça va être échange avec lui. Moi, je m'intéresse effectivement à toutes les situations du monde aujourd'hui, mais là où je suis un peu meilleur, je vais dire ça pour moi, c'est quand même, je connais mieux voilà, ce que j'appelle le Grand Occident. Mais je pense que ce travail peut être fait pour la Chine, peut être fait pour l'Inde, peut être fait pour l'Afrique, peut être fait pour l'Amérique. Je le fais un petit peu, mais je suis pas assez bon. Mais je pense que c'est vrai, cette démarche, à mon avis, est à faire partout. Voilà, donc c'est pour ça, là, je suis vraiment centré sur ce que je connais mieux. Mais l'Occident s'est aussi répandu sur le monde, et le monde s'est globalement occidentalisé. Donc c'est pour ça que j'ai mis planète Terre sur la dernière. On est tous concernés au niveau de la planète, hein, aujourd'hui, par l'effondrement, il est partout. Et les émergences, elles sont partout. Et c'est là où cette affaire-là est drôlement intéressante, parce que je peux quand même être en contact avec des Brésiliens, avec des Bushmen, avec des gens en Sibérie, ou à New York, bref. La planète est devenue effectivement un village, et ces outils-là sont très intéressants pour ça aussi. Donc effectivement, l'enjeu est planétaire. Donc c'est tous ensemble qu'on trouvera des solutions. Hein. C'est évident. Et donc il y a dans toutes les cultures des ressources. Les peuples dits premiers, comme on les appelle, enracinés, les peuples racines, ils sont pour moi redevenus premiers. C'est la tête de la nouvelle humanité. Il n'y en a plus beaucoup. Et on continue de leur faire du mal. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Parce qu'ils ont des connaissances qui sont fondamentales pour les temps qui viennent, justement dans ces liens. Bon, bref. Donc, alors, les Chinois, eux, ils sont fondamentalement dans le lien. Il y a des grandes familles. S'ils deviennent pires que les Occidentaux, c'est un peu la cata, quoi. Donc, que les Chinois reviennent profondément chinois dans leur capacité relationnelle, que les Indiens sont d'une puissance, eux, ils ont toujours tenu horizontalité, verticalité depuis 3000 ans de façon incroyable, quoi. Mais qui tiennent toujours ça, quoi. Bon, bref, donc que chacun soit au meilleur de soi et l'apporte aux autres. Et aujourd'hui, avec les outils que nous avons, on peut partager tout ça, quoi. Donc il y a du possible. En même temps, l'effondrement, il est généralisé. Les fondamentalismes religieux sont des conséquences de la rationalisation du monde. C'est des conséquences de la modernité. Tout fondamentalisme religieux est une rationalisation excessive de sa spiritualité. C'est la cata. Donc ils sont tous concernés. Donc, oui, c'est la colonne 4 qui continue de s'effondrer, quoi. Et Poutine, il croit en la puissance technique. Mais comme Hitler y croyait, comme les nazis, comme les marxistes, comme les capitalistes croient en la toute puissance de la technique. Et c'est de ça qu'il faut qu'on sorte, quoi. Donc je ne sais pas comment on va en sortir, hein. Justement, je ne sais pas. Mais j'espère. Plus exactement, je pense, parce que le temps n'est pas linéaire. Je ne crois plus à ça, nous ne croyons plus à ça. Donc cette situation de la vie, comme je disais, elle nous vient de l'avenir, elle vient de nous chercher, elle vient me prendre dans une temporalité qui m'échappe. Donc j'ai confiance et j'ai une espérance dans la puissance de la vie et qui va subvertir nos bêtises. Je ne peux pas le démontrer, évidemment. Là, je peux me référer aux mythes et même au peuple premier, parce qu'ils sont aussi dans ces relations au temps et à l'espace différentes. Donc si je suis dans cette vision, dans cette confiance, dans cette espérance que quelque part l'avenir, je dis qu'il n'était pas écrit, il n'est pas écrit, mais il est puissant, quoi. C'est la puissance de la vie, quoi. La volonté de puissance, Nietzsche le décrit très bien, ça, en fait. C'est plus fort que nous, quoi. Et si moi je me mets là-dedans, oui. Donc
Voilà, c'est ça auquel je pense, et ça se passe, c'est ça les synchronicités, un peu partout en même temps. Je vous parle d'entre-donne, peut-être que ça résonne, ah oui, moi j'utilise ce mot-là, en ce moment ça m'arrive, je crois que c'est tout seul, que dalle. Parce que les idées, elles arrivent à plusieurs endroits en même temps, il y a comme un mûrissement, et comme, ouf, ça sort, quoi. Et je pense que c'est ce qu'on observe, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endroits où ça se passe. Alors c'est plutôt des petits endroits. C'est plutôt small et beautiful dans ce monde-là. Et ça, c'est un enjeu politique que je ne sais pas résoudre. Comment on va s'organiser à 7, 8, 10 milliards? Parce que je suis pas malthusien, je pense qu'on pourrait y arriver sans... Bon, il y aurait sans doute un peu de casse en cours de route, hein, mais on pourrait y arriver, bien sûr, en changeant fondamentalement nos modes de vie. Mais comment on va s'organiser pour décider à tant d'humains? Parce qu'il faut que le pouvoir de décision soit toujours contrôlé par la base, en fait. Et c'est ce que j'ai mis dans la ligne État. Vous avez donc de la subsidiarité descendante, ça c'est la modernité rationnelle, c'est-à-dire que le chef, il dit mais il vaut mieux que les décisions soient prises à cet échelon en dessous. C'est la subsidiarité que j'appelle descendante, ce qui est en général qui est pratiquée. Hein. Là, dans les temps qui viennent, c'est la subsidiarité ascendante. C'est-à-dire que le pouvoir faire, le pouvoir c'est un mot ambigu, hein, le pouvoir avec, il reste toujours au niveau de la base. Par contre, il y a des choses qu'il faut qu'on partage à des échelles supérieures en nombre. C'est ça que j'appelle la subsidiarité ascendante, qui a une délégation de pouvoir, plutôt de réseautage, de circulation de l'information à des échelles qui montent. Une fois que j'ai dit ça un peu théoriquement, comment ça va se passer? Je ne sais pas bien. Mais là encore, je pense que ces outils-là vont nous aider à ça. Hein, parce qu'on peut aujourd'hui, on pourrait faire une conférence avec, ça se passe déjà, hein, des milliers de gens à tous les coins de la planète avec la visio. Donc là, il y a des savoir-faire qui se sont développés ces derniers temps pour faire ça. Bon. Et pour arriver à se mettre d'accord. Donc là, c'est un enjeu de philosophie politique passionnant, quoi. Mais ça, c'est nouveau, quoi. On n'a jamais vécu ça dans notre humanité. Hein. Donc, je n'ai pas bien la réponse, mais je sens une force qui est dans ce sens-là. Donc, j'essaie d'être attentif à ce qui s'invente là. Mais globalement, quand même, ça ne va pas dans le bon sens. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, je ne suis pas tout puissant, quoi. Ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas. Je fais tout ce que je peux, on en parle. Mais à un moment donné, je lâche, quoi. Parce que la volonté de puissance, de la toute puissance, elle est de la modernité. Ça, c'est ça, il faut que je me débranche de ça. Hein. Je ne sais pas faire. Alors, voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie d'observer comment ça se passe. On s'encourage. Ce qui apparaît depuis quand même quelques temps, et notamment dans la jeunesse, pour répondre aussi à une question, ça apparaît de plus en plus, quoi. Il y a plein de petites lumières qui apparaissent. C'est-à-dire, si vous êtes là dans la salle, c'est que vous y participez, sinon vous ne seriez pas là, non? Mais alors, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que ces millénaires qui ont changé? Mais je crois qu'il y en a plus quand même. Et de la diversité. Donc le job, c'est, on va s'encourager. Et toi, comment tu fais? Et toi, comment tu fais? Dans ta singularité, mais qu'est-ce qu'on partage? Alors, qu'est-ce qu'on partage de fond? Quel est le commun? Le commun, c'est la joie de la vie. C'est augmenter la vie. Et ça, je pense que vraiment, ça peut rejoindre toutes les cultures du monde. Évidemment, les peuples premiers, mais les Chinois, les Américains, enfin... Je crois à ça, que c'est possible. Donc le commun, c'est se prendre soin de la vie, et donc ce nouveau récit qu'on se raconte. Ça va être ça le job. Donc comment vous faites? Comment on fait les uns les autres? Racontons des histoires. Et de plein de micro-récits, un grand récit apparaît, qui va être une nouvelle façon d'être au monde et de comprendre ce qui se passe. Il me semble que ce commun-là, enfin, effectivement, c'est pour trouver un commun. Parce que si le commun, c'est le métavers, on reste dans les colonnes 4. Hein. Donc le métavers, pour moi, il est colonne 4. Mais il faut de la science, il faut de la technique, il y a des choses intéressantes qui se passent. Il peut y avoir aussi des rencontres dans le métavers. Hein. On sait. Mais je suis un corps de chair, quoi. Bon. Donc, je deviens intelligent de tout ça. J'utilise, mais modérément. C'est ça qu'on peut inventer. Il ne s'agit pas de mettre le truc à la poubelle. Qu'est-ce qu'on peut en faire au service de la vie? Et puis, si ce n'est pas au service de la vie, alors on en débat, on ne prend pas. C'est un peu ça l'idée fondamentale que je... En tous les cas, il me semble que moi, c'est comme ça que je fonctionne, que dans mes entourages, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, il y a des entreprises entre-donnes qui fonctionnent comme ça, et donc ça se met en débat, parce qu'on ne sait pas bien. Donc la technicisation du monde, il faut effectivement la descendre, et dire, je ne prends pas. Je prends pas ce truc. Ou, comment tu fais, mais voilà. Et on est intelligent, à plusieurs, on est plus intelligent. Donc c'est un peu comme ça que je dirais les choses pour les... Là, depuis quelques années, notamment le Covid a joué des choses. J'interviens dans des lieux d'enseignement supérieur, école de commerce, école d'ingénieurs.
là, il y a une partie de la jeunesse, c'est pas la majorité, mais là, tout d'un coup, là, depuis quelques années, ouf, là, je vois des enseignants sous les yeux, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et moi, ce qui me scotche un peu, c'est la lucidité de cette jeunesse. Ils ont 20-25 ans, hein. Mais on aurait vraiment à apprendre d'eux, hein, avec nos cheveux gris, là. Hein. Ils voient tout de suite, hein, ce qui va, ce qui ne va pas. Et ça, il n'y a pas longtemps, hein. Enfin, il y en a toujours eu, hein, évidemment, mais là, il commence à y en avoir un certain nombre, quoi. Et donc la demande, elle est là, en tout cas pour ceux-là. Alors, ils ne sont pas encore la majorité, ça dépend où, mais ça monte, quoi. Et là, la puissance d'entraînement, enfin, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu la vidéo là, des jeunes d'AgroParisTech du printemps dernier, putain, le buzz que ça fait, et puis après, ça s'est passé à l'ESSEC, puis ça s'est passé à l'ESAT, ça s'est passé à d'autres écoles. Et quand j'ai vu ces jeunes, je les ai vus récemment, la mise en scène qu'ils ont fait, ils sont géniaux, quoi. Le discours, la mise en scène, tout était là, quoi. Donc il y a une capacité d'entraînement, de conviction. Bon, tout ça, ça monte, hein, et ça met en très grande difficulté les institutions de formation aujourd'hui, hein, parce qu'elles ont vraiment du mal à changer, quoi. Je suis à leur place, je ne sais pas bien faire. Moi, je suis parti de ces lieux-là, j'y arrive plus, quoi. Donc là, il y a une vraie question. Donc je pense que ça commence à émerger de façon assez forte en France, et je pense aussi ailleurs. Bon, en tout cas, je suis attentif à ça. Alors peut-être que évidemment, je suis partial aussi, hein. Donc les masses humaines. Je ne sais pas bien répondre encore. Il faudra que c'est par touche-touche que ça se passe. À quel moment une situation bascule? Plutôt, elle redémarre. On dit qu'il y a un nombre critique, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, vous voyez, on veut toujours essayer de quantifier en nombre, quoi. Pour ceux qui connaissaient la Bible, hein, quand David a commencé à faire le recensement, Dieu il s'est fâché, quoi. Il dit, on ne fait pas de recensement, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on fasse de recensement? Je me suis posé la question. Parce que ce n'est pas dans le nombre que ça se joue, peut-être. Hein, je ne sais rien. En tous les cas, cette question du nombre, de la quantité, est une question qui nous travaille, nous, parce qu'on est modernes, on passe notre temps à compter. Hein. Bon, je peux pas. Là encore, c'est une intuition, voilà, une assurance intuitive que. Bon, en tout cas, ça ne va plus, quoi. Le mainstream, ça ne va pas, quoi. Et il fait que reproduire, et tout ça continue de rougir. Les gaz à effet de serre, on continue, la courbe ne change pas d'un iota. Donc ça ne peut pas tenir, quoi. Donc il y a, à un moment donné, ça bouge. Et puis, bon, le problème, c'est que ça va assez mal se passer à court terme. Un mot de conclusion. Le mot de conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Soyons vivants. C'est la vie, c'est avec un grand V. Soyons vivants. Et si je suis fidèle à la vie qui me traverse, les choses viennent, quoi. Et collectivement, ça marche vraiment bien, quoi. Et voilà. Bon, j'arrête là.